Conakry, 2 août 2022. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. L'échangeur de Kabylie sera bientôt ouvert au trafic. Les bretelles sont déjà fonctionnelles. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Pour être dans le délai imparti, les travaux avancent à grands pas. Au sommaire encore, les grandes pluies provoquent des maladies hydriques. Les enfants sont les plus exposés. En cette période, l'hygiène reste la seule arme pour prévenir les maladies. Prenons soin de nos enfants. Sport Foot, l'ancien entraîneur de AFIA 117, honoré par ses pairs, Maître Nadi Camara a été gratifié à travers un match de gala joué ce samedi au stade du 28 septembre, ici à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bientôt la fin du projet de construction de l'échangeur de Kabylie. Les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour être dans le délai imparti. L'évolution du chantier est estimée à 73%. Le ministère en charge des infrastructures a ordonné l'ouverture des bretelles pour les engins roulants. Mais malheureusement, certains gros porteurs obstruent le passage et créent de bouchons malgré la vigilance de la police routière. Suivez ce reportage signé Aboubakar Junior Camara. Depuis son lancement, le projet de construction de l'échangeur de Kabylie n'a jamais connu un rythme aussi accéléré. L'avènement du CNRD a permis à la Guinée de payer sa quote-part. Et depuis, l'ouvrage a pris forme. Ces bretelles sont d'ailleurs ouvertes, conformément aux instructions du ministre des Infrastructures et des Transports. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, était très préoccupé par la souffrance des usagers et des populations quant aux embouteillages qui étaient là et également les obstacles qu'il y avait tout autour et les déviations surtout. Il en était très préoccupé, donc nous avons essayé de les dégager. Nous avons ouvert les bretelles à la circulation, surtout aux véhicules légers. Cela est un motif de satisfaction. Les travaux continuent. Le message est clair. Les bretelles sont ouvertes aux petits véhicules. Malheureusement, certains gros porteurs forcent le passage sous l'œil impuissant des agents de la police routière de Doubreka. Un d'entre eux a forcé le passage et d'ailleurs cogné le plié de l'ouvrage, dont les stigmates sont encore visibles. Ouverte pour les petits véhicules, non pour les camions. Ils n'ont qu'à nous aider à trouver les panneaux de présignalisation qui indiquent les gros camions, on met les croix de ne pas rentrer sous le pont parce que c'est un chantier. Les petits véhicules, on ouvre pour eux. Là, nous aurons la force de dégager de l'embouteillage. L'ouverture de ces bretelles a réduit considérablement des embouteillages à cet endroit de forte concentration de véhicules. Un geste qui réconforte les usagers de la route. On est vraiment satisfait parce qu'on souffrait beaucoup ici, surtout nous qui partons Boké aller-retour là. Les déviations étaient mal faites, c'était vraiment du calvaire, les camions même tombaient là-bas, donc on avait beaucoup de difficultés là-bas. Vraiment, maintenant là, alhamdoulilah, le pont n'est pas fini, mais les déviations c'est satisfaisable. On commence à être satisfait parce qu'avant, c'était pas comme ça. On passait de l'autre côté, on faisait le tour, partir jusqu'au niveau de Silla Patrona. Quand on est prêt pour aller à 36, c'est là-bas on se contournait pour aller. Mais aujourd'hui, je peux dire Dieu merci par rapport à la situation du pont. Je peux dire encore à l'État d'améliorer encore la construction, et même à part de ce pont-là, de faire d'autres déviations. Ce projet de l'accord cadre avec la Chine tient à cœur le gouvernement guinéen. C'est pourquoi le département de tutelle est régulier sur ces chantiers pour une finition rapide de ces infrastructures. Merci Junior pour ce reportage. Et puis ce communiqué de mise en demeure pour le dépôt des rapports annuels 2021 des entreprises ayant bénéficié des avantages du Code des investissements. En application de la réglementation en vigueur en matière d'investissement en République de Guinée, notamment l'article 16 du décret d'application du Code des investissements, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME met en demeure toutes les entreprises bénéficiaires des avantages du Code des investissements de déposer leur rapport annuel de 2021 à l'Agence de promotion des investissements privés à PIP Guinée. En effet, à la suite du communiqué du 21 décembre 2021 relatif à la mise à disposition des rapports annuels, le ministère constate avec regret que la majorité des entreprises concernées n'ont pas déposé leur rapport. Je m'excuse. Par conséquent, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME se réserve le droit, après concertation avec son homologue du budget, de suspendre temporairement les avantages liés à certificat
certificat du Code des investissements délivré aux entreprises concernées à partir du 15 août 2022. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension habituelle de chacun et de tous pour le respect des procédures mises en place et édictées par la loi. Conakry, le 2 août 2022, signé le ministre Dr Bernard Goumouf. Justice, avec la promotion de l'état de droit à Kindia, les décisions d'habilitation des officiers de police judiciaire viennent d'être renouvelées. L'objectif est de garantir le fonctionnement de la chaîne pénale. Tcherno Younoussaba, reportage. Plusieurs gendarmes et policiers en qualité d'OPJ à Kindia. Vendredi, des décisions d'habilitation sont renouvelées au profit des officiers de police judiciaire. Ce document permet aux bénéficiaires de mener des enquêtes, d'interpeller et conduire les auteurs des infractions devant les parquets. Lors de la remise, le garde des Sceaux invite les ayants droit à en faire bon usage. En principe, dans tous les avancements à vos postes respectifs, cette habilitation est un élément fondamental à partir duquel on pourra apprécier votre aptitude, vos capacités professionnelles. Donc lorsque, à l'examen de vos dossiers, il a été retenu que vous êtes éligible, entre guillemets, à recevoir l'habilitation du procureur général, ça veut dire que, quelque part, vous répondez à tous les critères de moralité, d'intégrité, de compétences. Ce renouvellement des décisions d'habilitation entre dans le cadre de la promotion de la chaîne pénale, parquet général et d'instances dont le sens et rappelle les obligations des OPJ. Ce sont des droits et des pouvoirs qu'on donne à certains policiers et gendarmes de mener les enquêtes, rechercher les auteurs des infractions et les traduire devant la justice. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est une garantie de respect des droits de l'homme. Qui dit OPJ parle d'habilitation. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas d'officier de police judiciaire de droit. Pour que vous soyez officier de police judiciaire, il faudrait que vous soyez affecté à un service qui emploie cette fonction et en même temps être habilité par décision de monsieur le procureur général. Cette remise est la première étape qui va toucher tout le ressort du tribunal de Kindia. Objectif, promouvoir une synergie d'action entre parquet et officiers de police judiciaire. Suite à la manifestation du FNDC qui a enregistré des cas de mort, des blessés et des dégâts matériels importants, le tribunal spécial pour enfants a constaté l'utilisation des mineurs lors des troubles à l'ordre public. À cet effet, nous recevons en direct dans ce journal le procureur spécial du tribunal pour enfants pour une importante déclaration. Mohamed Yawara, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Communiqué de presse. Le parquet spécial près le tribunal pour enfants de Conakry informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d'une information judiciaire contre 56 personnes. En effet, suite à la manifestation du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, 56 personnes ont été interpellées et traduites devant le parquet spécial près le tribunal pour enfants, respectivement vendredi 29 juillet et lundi 1er août 2022. Après examen des procès-verbaux, il a été constaté que 34 d'entre eux étaient mineurs, dont 5 âgés de moins de 13 ans. En application de l'article 549 du Code de l'enfant qui dispose « L'enfant âgé de moins de 13 ans est insusceptible de poursuites pénales ». Le parquet s'est abstenu à engager des poursuites pénales contre ceux-ci. Néanmoins, dans le souci de préserver l'intérêt supérieur de ces enfants, il a été décidé qu'ils soient mis à la disposition de leurs parents pour une meilleure prise en charge, conformément aux dispositions des articles 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 12 du Code de l'enfant. En ce qui concerne les 45 autres mineurs, tous âgés de plus de 13 ans, le parquet spécial, dans son rôle régalien de poursuivre ou non, et en vertu du principe de la légalité des poursuites,
a décidé de les poursuivre en ouvrant une information judiciaire pour des faits d'attroupement et de destruction des biens publics et privés. Faits prévus et punis respectivement par les dispositions des articles 627, 628 et suivants et 523 du Code pénal. Aussitôt, ils ont été traduits devant les juges des enfants qui, conformément aux dispositions des articles 548, 551 et suivants du Code de l'enfant et 198 du Code des procédures pénales, ont ordonné leur détention provisoire au motif qu'ils sont poursuivis pour des faits graves et que cela est strictement nécessaire pour leur maintien à la disposition de la justice. Le parquet spécial près le tribunal pour enfants regrette fort des concours de circonstances qui ont causé des pertes en vies humaines et entraîné de nombreux dégâts matériels et préjudices moraux au détriment de la société guinéenne et ou des paisibles citoyens. Le parquet spécial réaffirme sa volonté et son engagement indéfectible à veiller à ce que la dignité et l'intégrité physique des enfants en conflit avec la loi soient respectées en toutes circonstances et fait en outre invite aux parents d'assumer leurs responsabilités parentales pendant les périodes de manifestation, en empêchant leurs enfants d'être au cœur des troubles dans la cité. Faute de quoi, ils se réservent le droit de faire usage des dispositions combinées des articles 874, 880 et 888 du Code de l'enfant qui disposent respectivement 1. Le fait d'exposer directement un enfant à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi et punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. 2. Le fait pour un parent, un tuteur ou tout représentant légal d'un enfant d'abandonner volontairement son enfant poursuivi pour une infraction donnée au niveau des services de sécurité et de justice est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. 3. Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales ou au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 2 millions à 10 millions de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Enfin, le parquet spécial près le tribunal pour enfants constate avec regret une délinquance intelligemment organisée à l'aune de laquelle les mineurs sont instrumentalisés. C'est pourquoi il rappelle de son droit de faire engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tout parent défaillant. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. La suite de ce journal, nous partons à Kindia avec l'ouverture des séances de remise à niveau des BSD, Bureau de stratégie et de développement des ministères sectoriels. Il s'agit de les outils en technique d'analyse économique et financière des projets publics. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances. Mamadi Gassama. La non-mise en œuvre de certains projets publics dépend souvent de la faible capacité d'absorption des fonds. Au ministère de l'économie, des finances et du plan, la question attire les attentions. D'où ces séances de remise à niveau sur l'analyse économique et financière des projets publics de l'État. La gestion des investissements publics en République est caractérisée par une faible capacité d'absorption des ressources, due naturellement à la faible préparation des projets publics qui sont candidats à ces fonds. Donc, pour mettre fin à tout ça, nous avons initié tout un programme. En commençant par cette formation qui est l'un des éléments du processus de maturation. Le processus de maturation prend en charge toutes les activités qui sont réalisées avant la mise en œuvre du projet. Que ce soit l'identification de l'idée de projet, la formulation du projet. Dans la formulation, nous avons les études de faisabilité. Ces études-là se reposent sur un certain nombre d'études techniques, notamment l'analyse économique et financière, pour voir
quelle est la rentabilité sociale du projet, la rentabilité économique du projet, la rentabilité financière. Cette initiative s'inscrit dans la logique des nouvelles réformes des finances publiques. L'enjeu est d'améliorer la compétence des cadres dans l'élaboration et le suivi des projets publics. Dans la mise en œuvre des projets, il est important de former des cadres qui sont directement impliqués dans le traitement des dossiers relatifs au projet. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a mandaté le bureau technique d'appui à la programmation d'organiser cette formation à l'intention des BSD, des structures techniques qui sont bien sûr impliquées directement dans la gestion des projets pour suivre cette formation de haut niveau afin que le résultat qui sortira justement de cela puisse permettre qu'on ait une plus grande efficacité, une grande efficience dans la mise en œuvre des projets. À terme, ces séances de remise à niveau devraient contribuer à la prise de meilleures décisions et à formuler l'appréciation relative à la viabilité financière et économique des projets publics. Restons à Kindia. Comment renforcer l'efficacité des agents des services déconcentrés, décentralisés? C'est la question que tente de répondre le ministère de la fonction publique à travers l'Institut national de formation et de perfectionnement. À Kindia, une trentaine de cadres apprennent les techniques de rédaction administrative et les principes de l'administration publique. Moussa Koumara, reportage. Venus de Kindia et de Mamou, ces cadres de l'administration publique renforcent leurs connaissances sur la définition de l'administration et de ses principes, l'éthique et la déontologie de la fonction publique. Objectif affiché par l'Institut national de formation et de perfectionnement, promouvoir l'efficacité et le professionnalisme dans la fonction publique. Il me plaît de rappeler ici que le projet dont vous êtes bénéficiaire vise à combler les carences dans la compétence de base pour un cadre efficace de l'administration publique guinéenne, déconcentré et décentralisé. Elle vise également à amener les apprenants à réfléchir et à travailler différemment afin d'être vecteurs de changement au sein de leurs services respectifs. Cette importante formation est soutenue par l'Agence du développement de la coopération belge en collaboration avec l'Institut royal des relations internationales Edmond de Belgique. Elle dure 5 jours et va aider ces cadres de services déconcentrés et décentralisés à mieux rédiger des documents de communication interne et de mettre à la disposition des hautes autorités les informations nécessaires à l'évaluation rationnelle de toutes les alternatives afin de mieux orienter les processus de prise de décision et de favoriser la gestion optimale de l'action publique. J'ai fait beaucoup d'années dans la fonction publique. Mais ce que j'ai appris ici, ça m'a édifié encore de plus. Parce qu'on vivait dans des fautes administratives qu'on ne savait pas. Donc la formation là m'a permis de me rectifier. Ça nous a permis d'abord nous-mêmes de se perfectionner. Et aussi, à notre retour, nous avons tous même fait des séances de restitution. Cette action qui s'inscrit dans le projet baptisé Parcours d'accompagnement à l'acquisition d'un savoir-être dans la conduite de l'action publique est en droite ligne avec la volonté clairement affirmée par les autorités de la transition, moderniser l'administration publique. Et puis ce communiqué conjoint avant de poursuivre cette édition d'information, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En prélude à la tenue du sommet sur la transformation de l'éducation organisé par les Nations Unies qui aura lieu le 19 septembre 2022 à New York, le gouvernement, à travers le ministère sectoriel de l'éducation de la République de Guinée, organise les journées de consultation nationale. Ces journées de consultation nationale auront lieu les 3 et 4 août 2022 à l'hôtel Riviera de Conakry à 8 heures très précises. Ces journées ont pour but de développer une vision commune de l'avenir de l'éducation et de renforcer l'engagement politique et public, d'aligner les actions innovantes prioritaires entre les différentes parties prenantes et de mobiliser les capacités collectives pour concrétiser cette vision d'ici 2030.
4 thématiques y seront débattues. À cette heureuse occasion, les 3 ministères invitent toutes les parties prenantes du système éducatif en Guinée à prendre part à ces journées de consultation. Il s'agit entre autres des membres du gouvernement, acteurs des secteurs publics et privés, des représentants du Parlement, ceux de la société civile, des représentants des départements et institutions internationales et des partenaires techniques et financiers. Conakry, le 2 août 2022, pour les 3 ministres, signé Dr Yaka Sidibé. Direction de Mamou, ville Carrefour, où la campagne de reboisement a été officiellement lancée. Plus de 10 000 plants de Mélina seront mis à terre par les services techniques et certaines ONG de la place. C'est la forêt classée de Konkouré qui a été choisie pour le coup d'envoi de l'opération. RTG Mamou, Mamadou Patibaldé. Ici, à Mamou, l'inspection régionale de l'environnement et du développement durable a choisi la forêt classée de Konkouré-Peto, située à 5 km de la ville de Mamou. Le choix de ce site n'est pas fortuit. C'est une partie de la forêt classée qui a été dégradée pour la réparation de la route nationale, numéro 1. On a d'autres sites qu'on a choisis, 7 sites au total dans la région. Donc le reboisement va être fait, comme le lancement est déjà fait d'ici le 15. Pour mener à bien ces opérations, cette campagne a mobilisé les autorités locales, élus locaux et les conservateurs de la nature des préfectures de Mamou, d'Alaba et de Pita. Tous venus pour apporter leur contribution pour la restauration de cette forêt où le fleuve Konkouré a pris sa source. Nous allons les protéger parce que ce n'est pas la première fois. On a beaucoup de zones qui reboisent, donc ça continue. Et aujourd'hui, les gens ont trouvé des fruits. Parce qu'avec les madriers, c'est avec les plants là. Et les chimpanzés encore ne quittent pas sur ça. Au cours de cette campagne, plusieurs sites ont été identifiés où il sera procédé au reboisement de plus de 10 000 jeunes plants de Mélina. Pour réussir ce programme, l'ONG, le Centre d'apprentissage et de formation pour le développement durable de Guinée, a été recruté pour l'exécution des opérations. Cette variété de Mélina, nous avons trouvé que c'est des Mélina qui sont utiles, qui répondent aux différents critères choisis dans le cadre de la protection de l'environnement. Piloté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'objectif visé est de sauvegarder l'écosystème naturel de notre pays. Chaque population doit planter un arbre et chercher à protéger cet arbre. Puisque ce qui est plus important, quand on plante, qu'on cherche aussi à protéger. Cette campagne va s'étendre dans les 3 préfectures de la région pour une période de 6 mois. Dans le même registre, la campagne de reboisement lancée par le chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, est suivie d'effets à l'intérieur du pays. Une famille, une plante, c'est le thème retenu par la Chambre internationale Sigri Étoile. Il s'agit d'une réforestation participative par les actions communautaires pour faire de Sigri une ville verte. Yamo Kabassi, le reportage. La ville de Sigri, une des places fortes de l'exploitation de l'or. Aujourd'hui, son environnement est dévasté. Conséquence, la sécheresse. Pour freiner les effets du changement climatique, le projet Une famille, un arbre est lancé. C'est la concrétisation du reboisement social pour étendre le principal poumon vert de la commune. Ce reboisement consiste à faire un couvert végétal pour lutter contre le réchauffement climatique, la déforestation. Et vous voyez que ça fait 3 à 4 jours qu'il ne pleut pas à Sigri. Faute de quoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Cette idée de la jeune chambre internationale Sigri Étoile est soutenue par les autorités locales. Un véritable moment de partage pour que chacun soit sensibilisé à la protection de l'environnement. Qui parle planter un arbre, tu parles de la protection de l'environnement. Et quiconque protège l'environnement, tu protèges une préfecture, une zone, un pays. Donc c'est une action salutaire. Et je ne peux que les remercier et les exhorter à redoubler l'effort pour que des actions comme ça se doublent dans la préfecture de Sigri. Le reboisement participatif incite chaque foyer à mettre un arbre en terre pour augmenter le taux de réussite de la campagne de reboisement national. La stratégie impulse une culture éco-responsable auprès des ménages de la ville de Sigri.
Santé, je vous le disais en titre, en cette saison des grandes pluies, les maladies hydriques refont surface dans les foyers. Ces pathologies touchent surtout les enfants. L'hygiène reste la seule arme contre ces maladies. Prenons soin de nos enfants. Reportage Maroufba Makeme Dunzo. Les spécialistes en analyse d'eau révèlent que la plupart des maladies hydriques dans notre pays sont causées par les eaux insalubres, parfois même obtenues à partir des forages. Avec la saison pluvieuse, par manque de traitement, les sources d'eau consommées deviennent plus en plus impropres. Le manque d'hygiène cause des maladies et les enfants sont les principales victimes. Au centre médical de Ratoma, en cette saison hivernale, le service de la pédiatrie enregistre plusieurs cas. Sur les 10 patients par exemple reçus, les 3 à 5 patients sont liés à la diarrhée, c'est-à-dire c'est des maladies diarrhée, c'est les maladies liées à l'eau. Oui, et c'est très fréquent alors là. Il faut passer par les mesures d'hygiène, c'est-à-dire le lavage des mains avant de manger ou bien même avant de manipuler l'eau. D'accord? Puisque nous parlons des maladies hydriques, et il faut le récipient même, vous savez, les sources d'infection de l'eau, soit c'est là où on prend l'eau, ou bien là où l'eau se trouve, soit là où on garde l'eau, ou bien lors de manipulation de l'eau. Donc, si ces mesures d'hygiène sont respectées, je pense qu'on peut éviter la survenue de ces maladies hydriques. Les maladies des mains sales, comme le choléra, la diarrhée et le paludisme, sont plus détectées dans les différentes structures sanitaires du pays. La diarrhée elle est très fréquente durant cette saison. C'est pourquoi la sensibilisation, l'éducation de la population pour le respect de l'hygiène, les pratiques d'hygiène, ça va beaucoup réduire la diarrhée chez les enfants. Et vous savez que la diarrhée chez l'enfant, c'est les complications, c'est la déshydratation. Et la déshydratation, si elle n'est pas prise en charge à temps, ça tue vite l'enfant. La bonne qualité de l'eau est essentielle pour la santé. Et promouvoir sa purification dans les ménages en ce moment de grande pluie devra être un moyen efficace de lutter contre les maladies hydriques. Dans l'actualité encore, les acteurs du Fonds de développement social et de l'indigence poursuivent la sensibilisation et l'information des populations de la Guinée profonde. À Gawal et Koundara, la mission a largement expliqué les bien-fondés de ce processus de ciblage des ménages indigents et du registre social unifié en vue de les assister. C'est une action de l'État guinéen. Yunus Atawel Kamara, Nabi Kamara. Les responsables du Fonds de développement social et de l'indigence dans la préfecture de Gawal, devant les citoyens de cette localité, ils expliquent aux acteurs communautaires la nécessité de la création de ces services humanitaires de l'État en faveur des personnes vulnérables, mais aussi le processus du ciblage des différents ménages concernés par le recensement. La préfecture de Gawal, c'est quand même une dizaine de sous-préfectures. Donc cette responsabilité elle est énorme. Il fallait donc avoir un atelier de formation avec l'ensemble des présidents de district, chefs de quartier de cette préfecture pour que chacun soit imprégné de ce processus. Puisque dans les jours et semaines à venir, les enquêteurs seront déployés. Cette phase représente la colonne vertébrale de la réussite de ce processus qui est prôné par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Notre part de contribution, c'est d'abord continuer à sensibiliser la population, accompagner le processus, les enquêteurs qui seront déployés, les accompagner pour que l'objectif soit atteint. Après Gawal, cap sur Koundara, là aussi, les citoyens de cette préfecture se sont fortement mobilisés pour écouter le message de sensibilisation des responsables du Fonds de développement social et de l'indigence. Des messages devant permettre aux communautés de cerner le contenu du processus de ciblage des ménages et personnes indigents pour le registre social unifié. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui de voir commencer cette sensibilisation ou cette formation par la préfecture de Koundara. L'identification des pauvres, c'est une bonne chose. Quand on veut faire du bien pour quelqu'un, si l'intéressé n'est pas informé de la cause pour laquelle vous venez vers lui, vous faites contre lui. Si
le directeur du Fonds de développement social et d'indigence a pris l'initiative à travers son département de venir rencontrer les citoyens qui sont dans le besoin sur le terrain. On ne fait que se réjouir pour ça. Nous engageons au nom de toutes les collectivités pour la réussite de cette activité. C'est une activité vraiment qui est faite pour les collectivités. Parce que quand on parle de la population, on parle des élus locaux. Donc c'est notre activité. Et nous ferons tout pour la réussite de cette activité. Après l'étape de la région de Bokeh, les acteurs de ce fonds de développement social et de l'indigence vont se rendre dans les autres préfectures du pays pour passer les mêmes messages de sensibilisation axés sur le ciblage des ménages et personnes indigentes en Guinée. Un sport foot, avant de refermer cette édition, je vous le disais en titre, l'ancien entraîneur de AFIA 77 et ancien président du comité national olympique et sportif guinéen vient d'être honoré par l'association des entraîneurs et éducateurs du Guinée. L'honneur a été rendu à Maître Nabi Camara à travers un match de gala de football joué samedi au stade du 28 septembre ici à Conakry. La rencontre a opposé les anciens du Sili national à l'équipe de l'association des entraîneurs. Le condensé de Djibril Camara. Figure emblématique du Curon, Maître Nabi Camara est l'un des artisans du triplé historique du AFIA 77. Une génération de footballeurs de légende entraînés par un homme de caractère, monument du football guinéen. En reconnaissance, l'association des entraîneurs et éducateurs de Guinée lui a rendu ce vibrant hommage. Ce gala de reconnaissance a opposé les anciens du Sili national de Guinée à l'équipe organisatrice de l'événement. Le fait que j'ai assisté à ce match pour rendre hommage à Maître Nabi, bon, tout le monde connaît l'histoire. C'était en 93 où il m'a remis le brassard. Je pense qu'il a été le porte-bonheur, même s'il y a eu beaucoup de gens qui ont spéculé sur le choix. Maître Nabi mérite plus que ça. Et donc au ministère des Sports de reprendre la relève pour que cette manifestation soit organisée avec beaucoup plus de monde. Après près de 70 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, Maître Nabi Camara, ancien footballeur, entraîneur et président du comité national olympique et sportif guinéen, a passé le témoin à une nouvelle équipe avec un sentiment du devoir bien accompli. Maître Nabi, il m'a appris le travail, il m'a appris ce qu'on appelle l'olympisme. Il fut un de mes maîtres. Il m'a appris même le comportement, la maîtrise de soi. Je le dois à tout ça. Désormais, l'association des entraîneurs et éducateurs de Guinée se fixe pour ambition de rendre hommage aux précurseurs et autres champions qui ont marqué les différentes disciplines sportives en Guinée. Pourquoi nous attendons la mort des gens pour célébrer? Et quand il a pris sa retraite au niveau du comité national olympique, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas laisser cet homme-là partir. Il faut faire une œuvre, un hommage de son vivant. Il a été à la base de la formation de beaucoup de footballeurs, dont Souleymane Chérif, les Petits Sori, les Calva, les Joléa, Papa Camara et tant d'autres. Maître Nabi a été une icône sur le continent africain, une légende vivante. Dans cette dynamique de reconnaissance, Maître Nabi Camara, icône du football guinéen et africain, a été récemment décoré par l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Voilà, vivement la poursuite de cette campagne de valorisation de légendes du football guinéen, notamment celle du AFIA 77. Merci, Maître Nabi Camara. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.